Alors la première chose qui me semble importante, c'est de vous montrer que la pathologie du siècle, en termes de cardiologie, ça n'est plus les syndromes coronariens aigus, c'est passé. La vraie pathologie qui arrive, c'est l'insuffisance cardiaque. Je vous montre là, vous regardez à gauche, le taux de croissance, alors ce sont les données de l'ARS Île-de-France, le taux de croissance d'hospitalisation dans les départements de médecine, plus 6,5 ans sur 5 ans. Là, dans les départements de cardiologie, on a 9,8%. Et si on regarde pour l'insuffisance cardiaque, 25% d'augmentation. C'est donc probablement, à mon avis, le mal du siècle. Une des raisons, c'est ça. Regardez, quand j'étais jeune interne, on faisait un infarctus, on mourait derrière. L'histoire était assez simple. Un tout petit peu plus tard, on faisait un premier infarctus, on développait de l'angine de poitrine, on développait de l'insuffisance cardiaque, et puis on finissait par décéder. Et puis maintenant, l'histoire est plus la même. Alors j'ai pris l'exemple des cardiopathies ischémiques parce que ce sont les plus fréquentes, mais on fait toujours son infarctus, on est dilaté, on est ponté, on a de l'angor, on a de la fibrillation atriale, et à la fin, on finit toujours par être insuffisant cardiaque, et c'est ça qui nous fait mourir. Et puis l'autre chose qui est assez intéressante, c'est regarder, alors c'est grossier, mais la durée de survie quand on est insuffisant cardiaque, elle a à peine progressé en 10 ans, comparativement aux durées de survie du coronarien. Si je veux exagérer un peu, je veux dire qu'un coronarien aujourd'hui ne meurt quasiment plus, alors qu'un insuffisant cardiaque meurt énormément. Alors, ce que tout le monde doit savoir, c'est très largement tiré des dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie. La première chose, il est fondamental de connaître la fraction d'éjection ventriculaire gauche. C'est obligatoire. Et je peux vous dire, pour avoir colligé une étude, alors Frédéric Lapostole n'est plus là, il m'en voudra pas, mais sur Bobigny, c'est rarement renseigné. Alors, notre charmante société européenne, aujourd'hui, fait 3 catégories. Elle dit, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, j'ai des signes d'insuffisance cardiaque, j'ai une fraction d'éjection basse, parfait, ça n'a pas changé. Elle dit l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, fraction d'éjection ventriculaire gauche à plus de 50%, des signes d'insuffisance cardiaque, et je veux autre chose. C'est je veux un peptide natriurétique élevé et je veux une preuve de dysfonction ventriculaire gauche. D'avoir ajouté ça, c'est probablement une très bonne chose parce que je ne sais pas si vous connaissez l'étude Charme. Charme, c'était le camp des Artans dans l'insuffisance cardiaque et il y avait un bras, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. 30% des malades qui ont été inclus dans l'étude ne sont pas des insuffisants cardiaques. Pourtant, quand on met des malades, on fait gaffe. Et 30% n'étaient pas des insuffisants cardiaques. Et puis, alors là, je suis un peu moins fan, il y a une catégorie, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection moyennement altérée, qui est la même que celle de droite, mais fraction d'éjection entre 40 et 50. Et ça a été fait surtout à l'attention des industriels en disant, là, on n'a rien, donc messieurs, allez-y, on attend vos études. Alors, il y a deux choses. Pourquoi est-ce que c'est important de faire la distinction fraction d'éjection préservée et fraction d'éjection altérée? Je parle d'insuffisance cardiaque chronique. Je sais les traiter, j'ai tout ça. Et ça marche. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, vous voyez, j'ai très peu d'études. J'ai une étude qui est négative, qui est top 4 avec la spironolactone, mais qui aurait dû être positive. Et puis j'ai une méta-analyse que j'ai publiée moi-même sur les IEC et les ARA2, qui est positive au moins sur les hospitalisations. Et puis il y a autre chose qui vous concerne, vous directement. C'est le patient qui arrive en dyspnée, en décompensation respiratoire. Ça n'est pas du tout le même mode de présentation. Normalement, ce qu'on a toujours appris, moi j'ai appris, je commence à avoir un peu de rétention, de plus en plus, je prends du poids, les symptômes apparaissent, et puis j'arrive aux urgences et je suis hospitalisé pour décompensation. Ça, c'est effectivement la présentation typique de l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection altérée. Par contre, le malade insuffisant cardiaque à fraction d'éjection préservée, souvent il n'a rien de tout ça, il arrive aux urgences, il a un gros facteur déclenchant et il arrive en œdème aigu pulmonaire. Et donc la différence, c'est qu'il ne sera pas hypervolémique, il sera normo, voire hypovolémique. Ça, c'est assez important. Deuxième chose, donc il va falloir rechercher un facteur déclenchant à tout prix chez ces patients.
ce sont majoritairement des patients âgés. On a vu tout à l'heure la PCT, moi je pense que c'est un excellent marqueur. Et puis il y a autre chose, c'est que la concentration des peptides natriurétiques sera radicalement différente entre ces deux présentations. Il y a quasiment un facteur 2, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée a des concentrations de peptides 2 fois plus importantes que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Bah ouais, il n'y a pas de rétention, donc il y a forcément moins de contraintes. Le facteur déclenchant à rechercher, majoritairement infectieux, je retombe sur ma PCT, des troubles du rythme supraventriculaire, les syndromes coronariens. Alors je vous ai dit que j'étais moyennement fan de cette catégorie intermédiaire. Je vais vous illustrer très vite ce que j'en pense. Donc je vous montre un patient qui a 70 ans. Donc tous, ils sont dans cette catégorie, hein, c'est-à-dire entre 40 et 50% de fraction d'éjection. Moi je pense que cette catégorie, c'est une zone de transit, ça n'existe pas. Regardez, infarctus antérieur revascularisé à H3 il y a 5 ans. Il avait 50% de fraction d'éjection quand il est sorti d'hospitalisation. Aujourd'hui, vous le voyez, il a 42%. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas lui mettre toute ma liste de médicaments, les IEC, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone, sous prétexte qu'il n'est pas dans la catégorie moins de 40%? Bien sûr que non, c'est une hérésie. Vous attendez 6 mois, 1 an, il y sera. Il sera à 39, 38, ce que vous voulez. Mais ce malade est en train de se dégrader. Exactement l'opposé. 70 ans, infarctus antéroseptal, il habite à Monaco, puisque Yann-Éric nous a dit que c'était le délai de prise en charge était extrêmement court, donc il est revascularisé à H1. Il y a 5 jours. Il sort de la salle de caté, il a 35% de fraction d'éjection. À la sortie, il a 45%. Bah, dans 6 mois, il aura 55%. Donc cette catégorie intermédiaire, et donc il n'aura pas besoin de la montagne de médicaments. Il n'aura pas 7 à 10 médicaments sur l'ordonnance. Un jeune de 30 ans qui a une myopathie, avec une mutation du gène pour les lamines, qui fait de l'ACFA, qui a un trouble conductif, qui a une fraction d'éjection à 45%, est-ce que je devrais faire l'économie des IEC, des bêta-bloquants chez lui? Certainement pas. Donc vraiment, pour moi, c'est une zone de transit, et il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a des phénotypes complètement différents, mais que c'est une maladie progressive. Deuxième chose, le traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Et alors là, je suis bien obligé de parler de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, puisque vous avez vu dans la fraction d'éjection préservée, bah, je sais que traiter l'hypertension, probablement mettre des IEC ou des ARA2, ça fait du bien. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, nos recommandations nous disent, ça c'est une nouveauté, IEC bêta-bloquant chez tout le monde. Alors il y a quelques petites choses, on nous dit s'il a moins de 35%, c'est déjà plus 40, c'est 35, ça devient un peu pénible, mais si vous prenez quelques largesses comme moi avec les valeurs, vous dites, dans l'esprit, la fraction d'éjection est altérée, ça ne me gêne pas. Donc je mets IEC bêta-bloquant, s'il reste symptomatique, je lui mets un antagoniste des récepteurs aux minéralostéroïdes. Je lui mets de l'Inspra ou de l'Aldactone. Et puis s'il reste symptomatique, ce qui sont quasiment tous, hein, je passe au 3e panier. Et donc il y a ce fameux nouveau médicament qui s'appelle l'Entresto, que vous allez voir débarquer, ou vous avez déjà vu débarquer sur vos ordonnances. Ça peut être une resynchronisation et l'ivabradine. L'ivabradine, c'est un bradycardisant. Alors l'Entresto, c'est l'association d'un ARA2 et d'un inhibiteur de la dégradation des peptides natriurétiques. Alors, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'avec ça, à partir du moment où il y a Entresto sur l'ordonnance, on n'a jamais le droit d'associer, bien sûr, un IEC ou un autre ARA2. Ça paraît logique. Ça, c'est exactement la chronologie des effets cliniques. Les premiers ont été faits avec les IEC, puis les bêta-bloquants, puis les anti-aldostérone, et puis mes derniers nés, l'ivabradine et mon fameux Entresto, sont arrivés récemment. Si on regarde l'efficacité des drogues, alors j'ai pas le droit de comparer parce que les études n'ont pas été faites face à face, mais les IEC, qui sont les premières études, avec donc les risques les plus élevés, donc on s'attend, plus la maladie est grave, plus les gens meurent, à avoir le bénéfice le plus important. Ça n'est que 17% de réduction de mortalité. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça n'est que ça. Les bêta-bloquants qui sont arrivés après, donc qui étaient en plus des IEC, ont rajouté 34%.
Les anti-aldostérone ont rajouté 30% aux IEC et aux bêta-bloquants. Et ça, je mets à part, c'était une population très particulière chez les Afro-Américains. Donc on nous dit aujourd'hui, par exemple, l'Entresto, ça doit venir en dernier. Les Américains nous disent le contraire. Ils nous disent, vous avez un malade de novo, vous pouvez lui mettre un IEC ou vous pouvez lui mettre directement de l'Entresto. Donc c'est clairement pas la même chose. Et puis ils nous disent ici, s'il a un IEC, peu importe le reste du traitement, s'il est symptomatique, déjà, vous le changez et vous allez le mettre à l'Entresto. Donc vous imaginez le volume de prescription que ça représente. Alors ça, c'est basé sur les résultats d'une seule étude. Pour ça, peut-être que nos instances sont si frileuses, mais une très belle étude. Une très belle étude où, pour une fois, ce n'était pas l'effet millefeuille, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rajouté une strate de traitement. Ils ont dit, on va prendre des insuffisants cardiaques méga bien traités, tous sous IEC, tous sous bêta-bloquants, la moitié sous anti-aldostérone. Et puis, je vais remplacer l'IEC par le fameux médicament qui s'appelle l'Entresto, son nom de molécule, son nom de code, c'était LCZ 696. Et ça fait moins 20% sur le critère décès cardiovasculaire, hospitalisation. Ça fait moins 20% sur la mortalité cardiovasculaire et ça fait moins 16% sur la mortalité globale. C'est donc un bénéfice colossal. Donc ce médicament qui est le dernier apparu chronologiquement, qui est en bas de nos algorithmes, est probablement extrêmement efficace, je peux dire un des plus efficaces, et il est en plus assez bien toléré. Donc si je me demande s'il ne faut pas le mettre en première intention, chez un malade naïf, en faveur, ça marche mieux qu'un IEC, c'était une étude bien faite. Néanmoins, c'est une seule étude, et puis dans l'étude, c'était des patients qui étaient quand même sous bêta-bloquants et sous anti-aldostérone. Donc peut-être pas à mettre tout de suite. Par contre, si je le mets chez un insuffisant cardiaque connu, qui est déjà sous bêta-bloquant, je suis parfaitement dans les clous et je n'ai que des choses positives. C'est-à-dire, c'est plus efficace que l'IEC, le bénéfice est majeur, l'étude est bien faite et les patients étaient déjà traités. La seule limite, c'est que je n'ai qu'une seule étude comparative, mais il n'y en aura jamais d'autre. Dernière chose, ce médicament aura un impact sur notre prise en charge à tous, puisqu'il contient quelque chose qui inhibe le catabolisme des peptides natriurétiques, tous, ANP, BNP, CNP, tous. Un malade sous Entresto va voir ses concentrations de BNP monter alors qu'il s'améliore. Alors que si vous mesurez le NT-proBNP, lui c'est une extrémité N-terminale, il n'y a pas de catabolisme enzymatique, il est juste uriné, la concentration va diminuer avec le traitement, avec l'amélioration. C'est ce que vous avez ici. Regardez, avec le NT-proBNP, sous enalapril, ça ne bouge pas. Et par contre, sous Entresto, le malade s'améliore, la concentration diminue. C'est simple à interpréter. C'est-à-dire, moi, j'avais interprété le NT-proBNP, c'est sécrété par le cœur, c'est éliminé par le rein. Si ça monte, c'est que le cœur va mal, c'est que le rein va mal, ou les deux. Et si ça baisse, c'est que le malade va mieux. Et le BNP, sous Entresto, il va monter. Donc ça devient un peu compliqué parce que le BNP qui monte, finalement, je vais pouvoir dire c'est le cœur qui va moins bien, ou c'est le rein qui va moins bien, ou les deux, ou c'est le cœur qui va quand même mieux. Alors je ne veux pas faire de la pub pour le NT-proBNP, mais quand même je vais en faire un tout petit peu, et je vais dire qu'à mon avis, ça va devenir compliqué de monitorer les patients. Je dis bien monitorer, peut-être que pour les urgences, quand ils arrivent en décompensation, les seuils sont tellement hauts que ça reste valable. Mais le monitoring des patients avec les peptides natriurétiques, à l'heure de l'Entresto, avec le BNP, ça ne me semble plus possible. Et puis dernière chose, pardon, j'en avais oublié une, l'insuffisance cardiaque, c'est ça aujourd'hui.
ce sont des patients âgés. La moyenne d'âge des patients avec fraction d'éjection altérée, c'est 75% à l'échelle nationale. À fraction d'éjection préservée, 85 ans. Donc ça veut dire plein de comorbidités, plein de traitements. Et il faudra faire attention à ça. Donc pour conclure, l'insuffisance cardiaque, puisqu'on me demandait ce que tout le monde doit savoir, c'est une prévalence qui augmente. C'est une maladie extrêmement grave. Alors on dit qu'on meurt plus d'insuffisance cardiaque que de cancer, c'est vrai. Mais regardez par exemple dans ma fameuse étude, qui est la dernière, Paradigme HF, avec l'Entresto, c'est 30% d'événements à 3 ans malgré ce qu'on fait de mieux comme traitement. C'est colossal. On a une nouvelle classification. On a des nouveaux traitements dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Toujours rien dans la fraction d'éjection préservée. Et puis, j'en ai pas parlé, mais il y a des nouveaux marqueurs qui arrivent, qui vont pouvoir être intéressants à mon avis. Merci. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de cette invitation. Ça me fait très plaisir. Donc, je vais vous parler des biomarqueurs du choc cardiogénique avec des discussions, parce que, encore comme c'est souvent le cas avec les biomarqueurs, l'impact dans la prise en charge n'est pas toujours évident, mais clairement des nouveautés dans le domaine. Et vous allez voir que finalement, bien que je vous parle de choc cardiogénique, je vais assez peu vous parler du cœur. Donc, si je devais commencer par la fin, eh ben, ça serait ça. C'est que les biomarqueurs du choc cardiogénique, mais ils ont des comportements différents. Puis je vais vous parler complètement de biomarqueurs du choc, essentiellement, de l'agression cardiaque, qui est quand même le primo movens qui amène le malade entre nos mains. Donc les biomarqueurs d'agression cardiaque et celui du choc, le lactate que vous connaissez tous. Et puis après, dans le deuxième temps, les biomarqueurs d'inflammation et d'activation endothéliale, qui sont probablement les principaux biomarqueurs de la mortalité plus tardive qui passe la phase de toutes premières heures du choc cardiogénique. Alors, je vais vous présenter pas mal de données d'une étude de cohorte prospective, multicentrique et internationale, qui était l'étude de la cohorte de CardChoc, qui est maintenant terminée. Donc, ici, vous avez la capture d'écran de l'enregistrement sur Clinical Trial. Et donc, c'était une étude dont les critères d'inclusion étaient un choc d'origine cardiaque, donc le choc cardiogénique, avec une pression artérielle inférieure à 70 pour la systole pendant moins de 30 minutes malgré le remplissage, et ou l'administration d'inotropes ou de vasopresseurs, avec des signes d'hypoperfusion périphérique qui étaient soit les extrémités froides, la confusion ou l'altération de l'état de vigilance, une oligurie et ou une concentration de lactate plasmatique supérieure à 2 millimoles par litre. Et de cette étude CardChoc sont sortis plusieurs éléments. Et tout d'abord, le papier Princeps qui a décrit un score clinique de prédiction du risque de mortalité chez les patients admis pour choc cardiogénique, et vous retrouvez finalement des marqueurs que vous connaissez déjà, qui sont des biomarqueurs de mauvais pronostic, avec un score qui additionnait les points, et vous voyez des items qui étaient cliniques, une dysfonction ventriculaire gauche, et puis après on revient au lactate plasmatique avec d'un score de 0 à 2 en fonction de la concentration de lactate plasmatique. Et vous le savez tous aussi, l'insuffisance rénale qui est un marqueur très fort du pronostic. Alors ça, c'est vrai chez toutes les cohortes de réanimation. Avoir une insuffisance rénale en réanimation aux soins critiques, c'est un marqueur majeur de pronostic, et on sait que les malades qui développent une insuffisance rénale ont un très très mauvais pronostic en soins critiques, et ce score-là m'a marqué. Alors quand on regarde la prédiction de ce score pour la mortalité, pour la probabilité de mourir, alors vous voyez que globalement, ça marche bien quand le score est très bas, ça marche bien quand le score est très haut, mais globalement, entre les deux, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez une telle dispersion des valeurs que le score, la clinique, les biomarqueurs dont on a à disposition, je vais dire en routine, la fonction rénale, les marqueurs cliniques et le lactate, sont très peu discriminants pour les patients qui sont dans cette zone grise très large d'un score qui est compris globalement entre 3 et 6.
Et le lactate, pour revenir brièvement au lactate, juste un point, vous savez que le lactate plasmatique peut être considéré comme biomarqueur d'hypoxie cellulaire ou un biomarqueur de stress, et clairement sans rentrer dans le détail parce que ça pourrait être l'objet d'un topo entier. Clairement, on sait que le lactate n'est pas un marqueur essentiellement d'hypoxie, c'est pas un marqueur d'hypoxie. Le lactate en situation de réanimation est un biomarqueur de stress et ce n'est pas un biomarqueur d'hypoxie, c'est un marqueur de stress, donc c'est un marqueur de gravité. Et en effet, c'est un marqueur pronostique, on le sait. Les malades qui ont un lactate élevé meurent plus, et c'est un marqueur de stress pourtant. Pourquoi? Essentiellement via l'activation bêta-adrénergique. L'activation bêta-adrénergique augmente la sécrétion d'AMP cyclique et l'activation de la sodium-potassium ATPase qui génère de l'ATP. Et en augmentant via l'AMP cyclique et l'activation de cette sodium-potassium ATPase qui active la glycogénolyse et la glycolyse, qui génère du pyruvate, et le pyruvate générera du lactate. Et donc le lactate est généré dans les états de choc, que ce soit cardiogénique ou septique, via cette activation. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous mettez des bêta-2-agonistes, notamment l'adré par exemple, ou du salbutamol dans d'autres indications, le lactate plasmatique monte. Donc c'est un marqueur de stress, le lactate, et je vous en parle parce que je vais le comparer avec d'autres biomarqueurs par la suite. Et vous voyez ici encore une autre sous-analyse de la cohorte CARD-SHOC entre les malades qui sont décédés en vert et les malades qui ont survécu passé les toutes premières heures de la prise en charge en bleu. Vous voyez qu'il y a une différence de la concentration de lactate plasmatique, mais que cette différence, elle est uniquement à l'admission, autant très précoce, et que par la suite, finalement, les malades normalisent leur concentration de lactate plasmatique, qu'ils meurent ou qu'ils survivent qu'ils meurent plus tardivement ou qu'ils survivent, et que passé le lactate d'admission, la valeur du lactate n'est plus informative au-delà de quelques heures. En d'autres termes, un lactate qui baisse n'est pas un marqueur de bon pronostic. Alors les biomarqueurs cardiaques, je vais vous parler essentiellement du NT-proBNP et du ST2. Alors le NT-proBNP, vous savez que c'est un marqueur de congestion, le stretch myocardique, et le ST2, c'est un biomarqueur développé essentiellement dans la science cardiaque chronique, un marqueur myocardique de l'inflammation myocardique, on va dire, qui est la famille des récepteurs de l'interleukine 1, qui est le ligand de l'interleukine 33, donc un biomarqueur d'inflammation qui est très prédictif du pronostic dans l'insuffisance cardiaque chronique, et aussi dans l'insuffisance cardiaque aiguë ou dans le choc cardiogénique. Ces biomarqueurs-là semblent montrer une valeur prédictive, et à l'inverse du lactate dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces biomarqueurs-là semblent avoir une valeur prédictive du pronostic qui s'améliore au fil des jours. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la représentation en fonction du temps de l'aire sur la courbe du biomarqueur. Donc, vous avez la troponine en vert, l'NT-proBNP en bleu, le ST2 en rouge, et la combinaison ST2 et NT-proBNP en violet. Vous voyez que, finalement, à l'admission, à l'inverse du lactate, à l'admission, ces biomarqueurs-là sont peu prédictifs. C'est-à-dire que des aires sur la courbe entre 0,6 et 0,7, c'est globalement pas des très bons biomarqueurs. C'est des biomarqueurs qu'on n'utilisera pas globalement en pratique. Mais par contre, au fil des jours, alors que le NT-proBNP et la troponine restent entre 0,6 et voire frôle 0,8, et ben la valeur prédictive du ST2 et encore mieux, la combinaison ST2-NT-proBNP augmente, c'est-à-dire que ces biomarqueurs-là, à l'inverse du lactate, quand ils augmentent au cours du séjour, ils augmentent la prédiction d'évolution défavorable des malades, et donc du risque de décès, avec des cut-offs que je vous ai mis en bas, ST2 à 500, NT-proBNP à 4500 nanogrammes par millilitre. Et donc encore une fois, les deux combinés font mieux que que chacun séparément, avec en vert l'évolution et la courbe de survie des patients quand les deux biomarqueurs étaient sous le cut-off que je viens de vous mentionner, en bleu quand l'un des deux était au-dessus du cut-off, et en rouge quand les deux étaient au-dessus du cut-off. Donc encore une fois, c'est le meilleur phénotypage des patients en choc cardiogénique en combinant les biomarqueurs. Les biomarqueurs isolément font moins bien que les biomarqueurs par prédiction du pronostic qui sont combinés dans l'évaluation du pronostic.
Et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler des biomarqueurs de cardiaque, des biomarqueurs de stress, comme le lactate, et puis des biomarqueurs d'inflammation. Et donc, probablement que le choc cardiogénique, et c'est même pas probablement, c'est certain que le choc cardiogénique évolue dans son phénotype au fil des jours, et que la phase initiale, la phase de stress avec l'activation bêta-adrénergique, n'est plus la phase tardive, et que des biomarqueurs permettent d'affiner la prédiction du pronostic en fonction du temps et aussi, je vous en parlerai après, du traitement que l'on applique à ces malades-là. Un biomarqueur dont vous allez peut-être entendre parler de plus en plus, c'est l'adrénoméduline. L'adrénoméduline, c'est un biomarqueur systémique qui est exprimé par globalement toutes les cellules de l'organisme, mais particulièrement par les cellules endothéliales. C'est un marqueur globalement d'activation et d'inflammation endothéliale, dont les propriétés ne sont pas complètement encore connues, mais qui probablement interviennent dans la perméabilité capillaire et dans la vasoréactivité, donc dans la vasodilatation. Donc un biomarqueur globalement, on va dire, d'inflammation et vasculaire. Et dans l'étude Card-Shock, donc là je vous remets la courbe du lactate que je vous ai montré tout à l'heure à gauche, et à droite l'évolution de l'adrénoméduline entre les vivants et les survivants, entre les vivants et les décédés, pardon. Vous voyez qu'à l'inverse du lactate, complètement en miroir, l'adrénoméduline monte secondairement après la phase initiale chez les patients qui vont décéder, alors qu'il reste bas chez les patients qui vont survivre. Et ce qui est bien, ce qui reflète assez bien aussi la perception clinique de ces malades-là, dont on voit qu'ils peuvent prendre un profil inflammatoire avec des profils qui ajoutent une profil vasoplégique et avec de fuites capillaires, en plus du profil cardiogénique initial, au fur et à mesure de l'évolution, et que les malades qui décèdent, souvent décèdent dans les tableaux de syndrome de défaillance multiviscérale avec un profil aussi inflammatoire. Et la même représentation graphique que tout à l'heure, c'est-à-dire l'aire sous la courbe des deux biomarqueurs en fonction du temps, vous voyez que globalement, le lactate, encore une fois, a une aire sous la courbe qui est correcte les premières heures, puis diminue et devient non discriminant dès les 24 heures qui suivent l'admission, alors que l'aire sous la courbe du NT-proBNP, de l'adrénoméduline augmente très peu discriminante au début, et à partir de H12 globalement augmente sa discrimination pour la prédiction du pronostic chez ces malades en choc cardiogénique. Et les valeurs d'adrénoméduline élevées étaient associées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement avec les défaillances d'organes. On s'y attend un petit peu, mais les malades meurent avec une adrénoméduline plus élevée, mais aussi plus de défaillances d'organes, vous voyez, un débit cardiaque plus bas, une PVC plus élevée, et plus d'insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire plus bas, et une défaillance hépatique, et notamment une cytolyse hépatique plus élevée quand l'adrénoméduline est plus élevée. Alors une autre étude, alors celle-là, elle n'est pas issue de Card-Shock, elle est issue d'une autre cohorte avec Jiri Parenica, d'une cohorte de patients en choc cardiogénique, qui sont d'autres marqueurs de l'inflammation systémique, avec la CRP, la procalcitonine, la préceptine et le patraxine 3, qui sont donc des biomarqueurs globalement d'activation de l'inflammation systémique. Vous savez que la CRP ou la procalcitonine ne sont pas des marqueurs d'infection bactérienne, ils ne sont que des biomarqueurs d'inflammation systémique. Ils n'augmentent pas du fait de l'inflammation, du fait de l'infection, ils augmentent du fait de l'inflammation systémique. C'est pour ça qu'ils sont augmentés dans les traumas, chez les brûlés ou en post-CEC. Et chez ces patients-là, tout comme finalement l'adrénoméduline que je vous ai montré tout à l'heure, ou à moindre mesure le ST2, ces biomarqueurs-là augmentent, et notamment pour la CRP et la procalcitonine, dans les heures qui suivent l'admission. D'accord ? Donc les patients développent un profil inflammatoire, et ce de manière indépendante d'une infection, du diagnostic d'une infection. Alors, la PCT était un peu plus élevée chez ceux pour lesquels une infection a été traitée, mais globalement c'était non significatif, c'est-à-dire que globalement dans tous les chocs cardiogéniques, les marqueurs de l'inflammation systémique s'élèvent après la 12e heure, pendant la semaine qui suit l'admission. Et donc, si je reviens à la diapositive initiale, marqueur du choc, le lactate, c'est pas un marqueur d'hypoperfusion, mais c'est un bon marqueur pronostic initialement.
un bon marqueur sans être un excellent biomarqueur, mais par contre que sa décroissance chez ceux qui survivent les toutes premières heures de l'admission n'est absolument pas prédictive de l'évolution future et du pronostic. Et les marqueurs les plus prédictifs sont finalement des marqueurs d'inflammation vasculaire, d'inflammation systémique et d'activation endothéliale dans les heures, dans les jours qui suivent, et on va dire au-delà de la 12 à 24e heure qui suivent l'admission. Alors bien sûr, quand je vous dis que les marqueurs montent secondairement, on se pose la question bien sûr de l'impact de nos thérapeutiques sur l'activation de ce biomarqueur-là, et clairement probablement qu'il y a un impact de ce que nous faisons sur l'activation et l'élévation de ces biomarqueurs et les défenses d'organes. Ça a un papier publié en Critical Care qui suggérait, alors c'est observationnel, c'est pas randomisé, donc à prendre avec des pincettes, mais qui suggérait que à gravité équivalente, c'est-à-dire après ajustement sur les facteurs de gravité classiques, et notamment les scores de défaillance, que les patients qui avaient reçu de l'adrénaline avaient une élévation plus importante de ces biomarqueurs qu'on peut considérer que de biomarqueurs de mauvais pronostics, et sur les défaillances d'organes. Et sur la mortalité, avec les patients qui avaient reçu l'adrénaline, avec une mortalité beaucoup plus élevée que ceux qui avaient reçu d'autres vasopresseurs, et par contre une mortalité qui était équivalente entre l'addition vasopresseur norépinéphrine plus obidamine ou norépinéphrine plus lévothyroxine. Donc probablement qu'il y a un impact de nos thérapeutiques. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais ça fait du sens. On sait que l'adrénaline, c'est dans le choc cardiogénique ou dans le choc septique, globalement c'est un très mauvais médicament qui vasoconstricte beaucoup la circulation splanchnique, rénale, qui a un effet vasoconstricteur beaucoup plus important qu'un effet bêta-adrénergique. Et donc globalement, c'est une étude de plus qui va dans le sens d'un effet néfaste sur la outcome de l'adrénaline. Et donc si on peut en tout cas l'éviter au maximum, c'est probablement mieux pour... Oh là, il y a un petit problème de présentation, je suis désolé. Donc, en conclusion, le lactate plasmatique, un marqueur précoce mais assez peu discriminant à l'admission d'un patient en état de choc cardiogénique. Que la baisse du lactate n'est absolument pas prédictive du pronostic, et une grande partie du pronostic est probablement dépendant finalement de la réaction systémique au choc cardiogénique et de l'activation de l'inflammation et des cellules endothéliales, qui peut être explorée par certains biomarqueurs, et notamment l'adrénoméduline, la PCT ou peut-être ST2. Et que l'impact du traitement est encore pas connu, mais qu'elle est fortement suspecté, et notamment l'impact de l'adrénaline, l'impact négatif d'adrénaline à la fois sur les défenses d'organes et sur l'évolution et sur le pronostic. Ah ben voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je remercie... J'en profite pour remercier le réseau GREAT qui à l'origine de la plupart de ces études-là, et le réseau INICRCT qui est à Nancy, qui on travaille, et qui est un réseau qui coordonne des réanimateurs, néphrologues, cardiologues, urgentistes dans les essais cliniques, dans les situations critiques, et notamment à l'interaction aussi avec les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires. J'ai juste changé la diapositive pour juste un petit aparté en disant que pour bien traiter, il faut aussi bien diagnostiquer. Et donc, ça, c'est essentiel. Vous voyez, ça, c'est une diapositive qui a été prise des dernières recommandations sur l'insuffisance cardiaque, où il avait repris l'adage du syndrome coronarien aigu, et qu'il fallait probablement diagnostiquer rapidement les patients le plus tôt possible pour pouvoir les traiter. J'ai repris ici pour vous essayer de vous convaincre que ça, c'est un travail qui date de 2006 de Patrick Ray, de la cohorte EPIDASA, qui avait montré que chez les patients qui étaient dyspnéiques et qui arrivaient aux urgences, l'insuffisance cardiaque représentait le premier diagnostic, donc le plus fréquent dans la prise en charge. Et regardez, c'est le diagnostic qui a la mortalité la plus importante également par rapport aux autres diagnostics. Donc vous voyez que ce diagnostic est extrêmement important. Et sur l'importance du traitement, vous voyez que ici, toujours dans le même travail, c'est plus de 514 malades, quand le traitement était mis de façon inadéquate ou en fond adéquate, on avait un effet direct sur ici, vous voyez, les durées de séjour et la mortalité des patients. Quand on se trompe de traitement, on avait un impact significatif, et ça, c'était les traitements qui étaient initiés dès les urgences. Donc vous voyez que diagnostiquer et traiter rapidement les malades peut avoir un impact dès l'étape des urgences.
Alors, pour faire le diagnostic, je dis que c'était pas si facile que ça. On s'aide de scores, comme ce qu'on a pu décrire tout le long de ces 2 journées. Le petit dernier étant le score de Brest, mais c'est pas complètement. Ces scores donnent pas forcément complètement satisfaction, surtout pour la zone grise en fait. Pour les patients qui sont au milieu de ces scores, en général, on a encore un doute diagnostique. On est amené très souvent à s'aider de biomarqueurs pour faire le diagnostic. Ici, un travail d'Alexandre Teboul qui avait évalué l'intérêt de mettre du BNP en extra-hospitalier pour essayer d'évaluer l'intérêt de diagnostiquer rapidement ces patients. Et vous voyez que ici, sur le résultat de la mortalité, quand on utilisait ces patients, quand on utilisait le BNP, on pouvait traiter de façon significative ces patients beaucoup plus rapidement et ça avait un impact sur la mortalité avec ici, vous voyez des chiffres de 15,4 à 6,7% de mortalité. Pour terminer sur la partie diagnostic, avant d'enchaîner sur le traitement, ici c'est un travail très élégant qui a été publié par nos confrères italiens et qui a pu montrer qu'ils ont évalué les différentes méthodes pour faire le diagnostic aux urgences, en particulier de la performance diagnostique des différents biomarqueurs. Vous voyez ici, je suis désolé, la diapositive passe pas très bien, mais vous voyez que ce qui ressort en termes de sensibilité, de spécificité, de valeurs prédictives positives et négatives, c'est l'utilisation de l'échographie pulmonaire en plus de l'NT-proBNP. Et quand on rajoute la radiographie pulmonaire, vous voyez qu'on n'a pas de différence entre ces 2 méthodes, sachant que la radio pulmonaire seule, le gap de diagnostic restait quand même extrêmement important. Donc, si on se résume, la clinique plus l'échographie pulmonaire plus le NT-proBNP, vous arrivez à un rationnel pour diagnostiquer le plus rapidement possible vos patients aux urgences. Quand je dis diagnostiquer, c'est forcément enchaîner sur le traitement. Et vous pourriez me dire, on n'a qu'à traiter tous ces patients qui arrivent dyspnéiques avec tous les médicaments du monde, c'est-à-dire des bronchodilatateurs, éventuellement des diurétiques, éventuellement des vasodilatateurs. Alors, ce qui est un danger à traiter ces patients à l'aveugle, il y a quelques éléments dans la littérature quand même. D'abord, cette étude qui date de 1992, qui a été publiée sur presque 500 malades pris en charge en extra-hospitalier. Vous voyez sur cette slide que quand les patients, il y avait 4% de mortalité quand les patients étaient traités avec un traitement adapté pour l'insuffisance cardiaque, mais quand on se trompait de traitement, on montait à 14% de mortalité. Donc on avait une multiplication par 3 du taux de mortalité des patients traités à tort pour insuffisance cardiaque aiguë. Donc ça déjà, vous voyez que traiter à l'aveugle n'est pas forcément sans conséquence. Alors les recommandations, vous avez un petit peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les recommandations datent de 2016 maintenant, et vous voyez que la part sur le diagnostic n'est pas négligée, puisque vous voyez que très très haut dans la prise en charge, on nous demande d'éliminer le choc cardiogénique que Mathieu vous a bien détaillé et de pallier la défaillance respiratoire. Donc déjà dans votre traitement initial, il va falloir envisager tout ce traitement respiratoire qui va maintenir la vie, parce que généralement l'hypoxie peut être vraiment très délétère chez ces patients, et très très vite, vous voyez qu'on est toujours sur des échelles de 60 à 120 minutes, donc l'urgence à diagnostiquer et à traiter est vraiment très importante, et vous voyez que les facteurs précipitants vont être également sujets à discussion. Il va falloir envisager également très précocement, donc dans les 2 heures, vous voyez, les facteurs précipitants pour stabiliser la situation. Alors ça, c'est un travail de Mathias Arrigo qui était dans le laboratoire il y a encore quelques temps, qui a publié en fait justement ces facteurs précipitants de l'insuffisance cardiaque aiguë, et qui les a évalués sur deux notions. Tout d'abord, les facteurs de réadmission à 90 jours. Les facteurs qui étaient identifiés en analyse multivariée, c'était essentiellement la fibrillation atriale, les syndromes coronariens aigus et les infections pulmonaires. Et vous voyez que ces facteurs-là, s'ils ne sont pas traités chez les patients de moins de 75 ans, sont des facteurs d'aggravation de réadmission à 90 jours, avec des odds ratios qui sont de plus de 2 pour la fibrillation atriale en particulier. Donc déjà, il va falloir détecter et traiter très rapidement ces facteurs dès l'étape des urgences. Et quand on regarde la mortalité à 1 an, et également on retrouve chez les patients de moins de 75 ans, uniquement cette fois-ci les infections pulmonaires comme traitement, comme élément significatif
significatif avec un odds ratio de 2,5, donc deux fois et demi plus de mortalité à 1 an si ces facteurs ne sont pas pris en charge précocement. Donc vous voyez que le traitement en urgence des facteurs précipitants doit être une priorité chez ces patients en poussée d'insuffisance cardiaque aiguë. Alors les recommandations nous aident quand même beaucoup, je trouve, pour ma part, parce qu'elles sont assez pragmatiques et elles collent un petit peu au phénotypage qu'on nous demande de faire de plus en plus pour les patients en insuffisance cardiaque, en particulier en distinguant des patients qui sont congestifs ou pas, qui est le critère vraiment essentiel de la prise en charge de ces patients. Et vous voyez qu'en déclinant l'algorithme et en fonction des paramètres hémodynamiques et phénotypiques que vous allez mettre en place, vous allez adapter votre traitement qui est ici en fonction de ces critères-là. Vous voyez que grâce à un phénotypage précis de ces patients, vous allez débuter des traitements en urgence. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'en effet, il faut diagnostiquer pour pouvoir traiter. Ici, pourquoi traiter vite? Alors, j'ai repris un papier qui date de 2008 d'Alan Meisel, que vous avez sûrement vu du registre ADER, qui est un des plus gros registres de prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë, mais aux États-Unis. On a plus de 60 000 malades. Et vous voyez ici que chez les patients les plus graves, donc c'est ces patients qui ont 5% de mortalité si le traitement est initié précocement. Ici, vous avez la mortalité. Vous voyez, ici, vous avez l'initiation des traitements et donc les taux de BNP ici. C'est un diagramme un petit peu à 3 dimensions. Et vous voyez que quand plus le traitement est initié tard, et plus la mortalité augmente chez ces patients-là. Et ça devient plus de 7% de mortalité si le traitement diurétique est débuté tardivement. Donc vous voyez que traiter vite les malades, ça a un impact sur la mortalité de ces patients. Ici, un autre papier d'un registre japonais qui montrait donc sur plus de 1000 malades. Donc c'est un registre, c'est observationnel encore une fois. Les Japonais, il faut savoir que leur stratégie, c'est du scoop and run. C'est-à-dire, ils prennent les patients, ils ne débutent pas de traitement à part l'oxygène et ils les amènent aux urgences. Et les traitements sont débutés aux urgences. Donc ici, vous avez sur cette diapositive, plutôt la table 2, sur lequel je voudrais que vous insistiez. Vous voyez que quand le délai d'arrivée était plus de 45 minutes aux urgences, donc ça veut dire que en d'autres termes, le modèle a juste décalé le traitement de 45 minutes, ce qui peut vous paraître court, mais finalement, vous voyez qu'en termes de pronostic, ce délai-là a augmenté la mortalité des patients avec un odds ratio qui est de plus de 2 chez ces patients-là. Donc vous voyez que le fait également de décaler le traitement peut entraîner des conséquences graves sur les patients. Alors si on revient sur l'étude de Wirth qui a été publiée donc en 1992, donc qui date un petit peu, donc on a 500 patients. Vous voyez que pour les patients en particulier insuffisants cardiaques, 6% de mortalité si les patients étaient traités en préhospitalier et 11% de mortalité si les patients n'étaient pas traités. Vous le voyez ici, en fonction des multiples drogues qui peuvent être utilisées à l'époque. Donc c'était soit les diurétiques, soit les vasodilatateurs. Donc en gros, le pronostic, la mortalité était multipliée par 2 chez ces patients si le traitement n'était pas initié en préhospitalier. Encore un argument pour traiter le plus rapidement possible ces patients. Si vous n'en étiez pas convaincu, ici c'est une recommandation d'expert qui a été dirigée par Alexandre Mebaza en 2015. Et vous voyez que l'échelle de temps que vous voyez ici, qui est de l'heure, est complètement indexée au traitement. Vous voyez qu'ici on arrive dès qu'on a défini des critères de pression artérielle, dans l'heure, vous devez pouvoir traiter vos malades le plus rapidement possible pour améliorer le pronostic de vos patients. Je vous ai parlé du côté ventilatoire. En effet, que disent les recommandations sur la prise en charge ventilatoire de ces patients? Vous voyez qu'à partir du moment où on est en préhospitalier, les recommandations insistent sur éventuellement donc l'oxygène en thérapie conventionnelle, mais également la CPAP s'il y a des signes de détresse respiratoire. Donc il ne faut pas hésiter dès l'étape préhospitalière. Le choix a été fait pour la CPAP, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure pour la discussion. Et ensuite, quand vous arrivez aux urgences et regardez l'échelle de temps, l'échelle de temps, ce n'est pas non plus 5 heures. Vous êtes toujours dans les 90 minutes. Soit le malade s'améliore et vous pouvez vous continuer à l'oxygène, soit vous utilisez soit de la CPAP, soit de la BiPAP en fonction des gaz du sang de vos patients. Ces éléments de 2015, des recommandations de 2015 ont été reprises dans les recommandations de 2016 et vous voyez que la ventilation non invasive a une place non négligeable dans les recommandations et avec un niveau de preuve qui est de 2 petits a grand B, donc avec un niveau de preuve tout à fait satisfaisant.
Je vous ai cité cette étude, c'est l'étude 3CPO, qui est une étude qui est négative, hein, je vous le dis, c'est pas pour ça que je vous la cite concernant la VNI, mais il y a plein de critiques dans cette étude, dont de nombreux crossovers, malgré la publication dans le New England Journal. Cette étude a été quand même très critiquée, mais ce qui m'intéressait moi essentiellement, c'est de voir l'effet de la VNI chez ces patients-là, et vous voyez que très rapidement, quand on initie de la VNI chez nos patients, on améliore la dyspnée de nos patients avec une différence qui est significative par rapport à l'oxygène. On a un rythme cardiaque qui est diminué. Les gaz du sang s'améliorent également, à la fois en PaO2 et en PaCO2. Et ici, si je vais vous convaincre encore une fois de l'importance d'initier un traitement ventilatoire comme la ventilation non invasive en urgence, l'étude qui avait été menée par Patrick Plaisance en 2007, qui avait évalué donc la VNI en extra-hospitalier, et vous voyez sur à la fois les critères de fréquence respiratoire, de PaCO2 et de PaO2, on a une diminution, hein, on a une amélioration du pronostic des patients. Concernant les médicaments, les nitrés, même si les nitrés n'ont pas changé le pronostic des patients, vous voyez que c'est un médicament qui, là c'est sur une méta-analyse qui montre que clairement la mortalité n'a pas changé, mais quand vous regardez cette autre méta-analyse de 2015, les dérivés nitrés améliorent énormément le symptôme du patient, et donc ce qui avait été retenu comme message de cette méta-analyse, c'est qu'il fallait continuer à utiliser des dérivés nitrés chez ces patients pour améliorer la dyspnée des patients. On va passer cette diapositive. Et enfin, je terminerai juste par la dernière étude qui vient d'être publiée sur les diurétiques et la précocité de l'utilisation des diurétiques. Cette étude a fait grand buzz, qui a été publiée dans le JACC très récemment, et qui a évalué en fait l'intérêt d'utiliser des diurétiques comme le furosémide extrêmement précocement. Et donc c'est également une étude de registre en fait qui n'a pas été randomisée, hein, mais on avait beaucoup de patients, parce qu'il y avait 1393 patients, et ils avaient fait deux groupes, un groupe où les diurétiques avaient été initiés dans la 60e minute et un autre groupe où les diurétiques étaient initiés au-delà de la 60e minute, et ils avaient évalué le pronostic du patient, et vous voyez ici sur cette diapositive vraiment sur la population générale une différence qui est significative. Vous voyez qu'on passe de 2,3 à 6% de mortalité intra-hospitalière avec une différence qui est significative, et plus on allongeait les quartiles et plus la mortalité augmentait. Donc encore une fois un plaidoyer pour traiter ces malades rapidement. Et cette étude en préhospitalier qui avait montré que quand on utilisait l'échographie en préhospitalier pour diagnostiquer des poussées d'insuffisance cardiaque, on était capable, dans plus de 27% des cas, de changer le traitement, et que les patients, on pouvait changer le traitement des patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque. Donc pour terminer, et ça sera ma diapositive de conclusion, deux diapositives de conclusion, voilà ce qu'on avait émis dans les annales françaises de médecine d'urgence. On a essayé de catégoriser au mieux à partir des recommandations avec... essayer de définir au mieux le profil hémodynamique des patients et essayer d'adapter la thérapeutique à ces patients-là en utilisant plus ou moins les vasodilatateurs et les diurétiques en fonction de la caractérisation des patients. Et ceci, on l'a fait également en préhospitalier dans le même article de synthèse qui a été publié dans les annales françaises de médecine d'urgence. Le diagnostic précoce, j'espère vous avoir convaincu que l'association d'un diagnostic clinique plus une échographie plus des biomarqueurs vous permettait de diagnostiquer rapidement les patients souffrant d'insuffisance cardiaque aiguë, et donc de débuter à la fois le traitement respiratoire et vasodilatateur et diurétique pour les patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque congestive. La dose, vous la retrouverez dans les recommandations, ne vous étonnez pas. La dose est peut-être vous paraît faible, mais c'est la dose qui a été recommandée, entre 20 et 40 mg pour les patients qui font des premières poussées. Et les patients qui font des poussées, qui sont déjà sous traitement par furosémide, il faut leur donner la dose journalière qu'ils ont en bolus. Et les patients qui sont dry, donc qui présentent des poussées d'insuffisance cardiaque, mais sans signe congestif, vous devez utiliser les inotropes et les vasopresseurs pour éviter donc de les précipiter vers le choc cardiogénique. Je vous remercie de votre attention.